sur le thème qu'on vous a présenté. Je suis le docteur Aguemon Abdurrahman, professeur titulaire d'anesthésie-réanimation et je suis à la retraite et j'ai été de beaucoup dans la réanimation du CNHU de Cotonou. C'est avec plaisir que je réponds, non seulement présent, mais présent à tout le monde, de présenter les troubles hydroélectrolytiques chez un patient. De quoi en fait s'agit-il? L'eau, effectivement, comme vous l'a dit le docteur Fassinou, l'eau et les électrolytes sont des éléments très prépondérants de l'organisme humain. Ils sont la source de vie de par la multiplicité des interrelations entre les différents compartiments conservateurs. La prépondérance du rôle du rein surtout dans la régulation des équilibres et parfois la fréquence et surtout la gravité de leurs perturbations. Les troubles de l'état et d'hydratation du corps humain représentent une pathologie fréquente et sont le résultat d'inégalités entre les entrées et les sorties d'eau et de sodium. Aidé de quelques examens simples, en particulier l'ionogramme sanguin et urinaire, leur diagnostic est souvent facile et en grande partie clinique. Leur traitement dépend en fait de leur étiologie. Mais non traités ou traités de façon inadéquate, ces troubles peuvent entraîner des complications parfois graves menaçant le pronostic aussi bien fonctionnel que vital, avec des séquelles. C'est un tout petit peu différent du nourrisson qui est exposé à la déshydratation car son organisme est plus hydraté et plus de la moitié de son eau est contenue dans le milieu extracellulaire. En fait, les troubles hydroélectrolytiques sont en fait le b.a.-ba en fait de tout traitement d'un patient hospitalisé. Il faut bien connaître le métabolisme de l'eau et faire le bilan tous les matins lors de la visite générale du médecin. Toute l'équipe médicale est concernée, depuis l'aide-soignant qui ramasse les urines, au niveau de l'infirmier qui inscrit tout sur les fiches, et du médecin jusqu'au médecin qui fait la visite générale et qui doit prendre, se rendre compte, en fait, du bilan hydrique du malade avant de pouvoir faire son traitement. En matière les généralités sont très importantes. Et il faut bien connaître ça. Ce n'est pas en fait les troubles mêmes, parce qu'à partir du moment où l'on possède bien les généralités, on peut deviner en quelque sorte le bilan hydrique d'un malade. Et il faut bien connaître, j'exhorte pratiquement tous les membres d'une équipe médicale de pouvoir bien posséder les généralités sur l'eau, le bilan hydrique, et pour pouvoir mettre en place un traitement adéquat. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que les troubles hydroélectrolytiques? Ce sont des états de déshydratation ou d'hyperhydratation, des complications parfois sévères d'états pathologiques très divers, à l'occasion desquels se produit une perte hydrique et ou sodée, conduisant à une réduction de l'eau constitutionnelle de l'organisme. Plusieurs intérêts, bien entendu, se présentent. Dans un premier temps, il faut établir le diagnostic positif d'un trouble de l'hydratation. Puis déterminer les signes de gravité d'un trouble de l'hydratation. Établir le diagnostic étiologique d'un trouble de l'hydratation. Planifier la prise en charge thérapeutique selon le type de trouble de l'hydratation
Et enfin, décrire les éléments cliniques et paracliniques de surveillance d'un patient. Le métabolisme de l'eau, comment ça se présente? Vous le savez tous que l'eau représente 60% du poids du corps et qu'elle varie physiologiquement avec le sexe, l'âge et le degré d'adiposité. Cette eau est répartie en deux compartiments. Nous verrons ça dans des figures. Il y a le compartiment extracellulaire et le compartiment intracellulaire. Le compartiment extracellulaire mesure 20 à 25% du poids du corps chez l'adulte et 35% chez le nourrisson et se répartit en deux secteurs séparés par la paroi capillaire. Il y a le secteur intravasculaire ou plasmatique, dont l'eau occupe 5% du contenu, et le secteur extravasculaire ou interstitiel, dont l'eau occupe 15 à 18%. Il existe également, ne l'oubliez pas, le liquide transcellulaire, qui comporte les liquides synovial, péritonéal, péricardique, etc., et le liquide cérébrospinal. Il est considéré comme un liquide extracellulaire spécialisé. Son volume est de 1 à 2 litres. Le compartiment intracellulaire, enfin, mesure 40% du poids du corps. Les deux compartiments, que ce soit intracellulaire ou extracellulaire, sont séparés par la membrane cellulaire. Voilà les figures dont je vous ai parlé. Dans un premier temps, prenons la figure 1, c'est le compartiment cellulaire, 40% d'eau. Et en matière d'électrolytes, le potassium, comme vous pouvez le constater, est d'environ 150 à 155 milli-équivalents par litre, alors que le sodium ne représente que 5 à 10 milli-équivalents. Par contre, quand on prend le compartiment extracellulaire, d'abord le secteur vasculaire, qui n'a que 5% d'eau, et le sodium occupe 130, est de 135 à 145 milli-équivalents, et le potassium 3,5 à 4,5 milli-équivalents. Ce secteur vasculaire contient également des protéines. Le secteur interstitiel, 18 à 20% d'eau, le sodium à 145 milli-équivalents, presque la même chose que le secteur vasculaire, et le potassium, 4,5 milli-équivalents par litre, exactement comme le secteur vasculaire. Donc, ce sont ces deux secteurs qui composent le compartiment extracellulaire. Et les principaux électrolytes qui contiennent, quand on prend surtout le secteur plasmatique, il y a ensuite des anions, que sont le chlore et les bicarbonates. Et n'oublions pas des anions, également les protéines. Alors que le secteur interstitiel et le secteur intracellulaire sont là également pour les électrolytes que vous voyez. C'est au niveau de la figure 2. Vous constaterez qu'au niveau des bicars et du chlore, au niveau du secteur interstitiel, il y a davantage de chlore que dans le secteur plasmatique. Et de même que les bicarbonates. Cela se fait à cause de l'absence de protéines dans le secteur interstitiel. Des échanges ont lieu en permanence entre les différents compartiments et secteurs. D'abord, entre le milieu cellulaire et l'espace interstitiel à travers la membrane cellulaire. Ici, vous le constaterez, les mouvements sont actifs et se font à travers une pompe à sodium et potassium qui fonctionne grâce à l'ATP. Le mouvement de l'eau est passif et suit les mouvements du sodium. Voilà le schéma entre la cellule
la cellule en tant que telle, il y a la membrane cellulaire qui sépare la cellule de l'espace interstitiel. La pompe à sodium fonctionne de façon atéphasique, hein, pour faire sortir chaque fois les atomes de sodium et faire rentrer par contre les atomes de potassium. Le sodium, comme vous l'avez constaté, est le cation majeur du secteur extracellulaire et le chlore représente l'anion le plus abondant de ce compartiment. La concentration en sodium est 30 à 40 fois plus élevée en extracellulaire alors que la situation est inversée en faveur du potassium en intracellulaire. Ces différences sont engendrées et maintenues par la pompe à sodium et potassium atéphasique, comme je l'ai dit, de la membrane plasmique qui expulse activement 3 ions de sodium vers l'extérieur de la cellule et importe 2 ions de potassium vers l'intérieur. La membrane cellulaire qui sépare le liquide intracellulaire du liquide extracellulaire est perméable à l'eau, mais pas aux électrolytes. Le transfert de l'eau entre le compartiment cellulaire et le compartiment extracellulaire est passif à travers la membrane cellulaire et dépend de l'osmolarité intra- et extracellulaire. Pour équilibrer les deux milieux extra- et intracellulaires, l'eau va toujours du milieu le moins concentré en osmole vers le milieu le plus concentré. À l'équilibre, l'osmolarité intracellulaire est égale à l'osmolarité extracellulaire, soit environ 290 milliosmoles. Le sodium, cation le plus important du liquide extracellulaire, nous l'avons déjà dit, exerce une pression osmotique notable et joue un rôle capital dans la régulation du volume d'eau réparti dans les compartiments liquidiens de l'organisme. Toute variation de la natrémie, c'est-à-dire de la concentration en sodium, répercute non seulement sur le volume plasmatique et la pression artérielle, mais aussi sur le volume des liquides intracellulaires et interstitiels. Le liquide plasmatique est donc riche en sodium et en chlore. Ces deux ions règlent l'essentiel de l'équilibre osmotique du milieu extracellulaire. D'autres échanges ont lieu entre le plasma et le liquide interstitiel. Ceux-ci se font à travers la paroi capillaire. La membrane capillaire assure les échanges d'eau et d'électrolytes entre le secteur plasmatique et interstitiel. Elle est imperméable aux protéines. Les échanges entre les compartiments intravasculaires et interstitiels sont conditionnés par la loi de Starling. Cette loi de Starling tient compte non seulement de la pression oncotique qui tend à faire entrer du liquide dans le compartiment intravasculaire, mais également de la pression hydrostatique qui tend, elle, à faire sortir ce liquide. La présence d'une résistance capillaire explique donc que la pression hydrostatique s'effondre en passant du côté artériolaire au côté veineux. Par ailleurs, la pression oncotique, elle, reste constante du côté artériolaire comme du côté veineux. La teneur faible en protéines du milieu interstitiel, nous l'avions déjà dit, est compensée par une légère augmentation de la concentration des ions bicarbonate et chlore dans le milieu interstitiel. Ce schéma l'explique très très bien. Le trait bleu que vous voyez au milieu représente la paroi capillaire et dans le plasma, il y a du sodium, du potassium,
du chlore et des bicarbonates ainsi que les protéines. Donc, nous avons dit que ces échanges se font à travers la paroi capillaire, mais les protéines n'y passent pas. Et comme c'est des anions, cela explique l'augmentation du chlore et des bicarbonates dans le milieu interstitiel. Donc, les protéines et les bicarbonates constituent les deux autres ions importants du liquide plasmatique. Ces deux ions jouent également un rôle important dans le maintien de l'équilibre osmotique et acido-basique de ce secteur. Grâce à ces différents mouvements d'eau et d'électrolytes, l'homéostasie est maintenue stable et en équilibre hémodynamique constante. Cet équilibre est ainsi maintenu grâce aux entrées et aux sorties. Les entrées et les sorties de l'eau sont en équilibre à l'état physiologique. Les entrées quotidiennes d'eau représentent chez l'homme environ 2,5 litres. Elles sont réparties en deux types d'apports. Il y a d'abord l'apport exogène. L'eau, il faut compter comme apport exogène, l'eau apportée par les boissons, les perfusions et les transfusions. C'est quand cette eau est ajustable. Et en matière d'exogène, dans les aliments que nous avalons, il y a également l'eau liée. En endogène, en apport endogène, il y a la synthèse endogène lors des réactions d'oxydation de l'organisme. Ces entrées varient d'un sujet à un autre et d'un jour à l'autre chez le même individu en fonction du climat, des habitudes et de l'activité physique. Chez le nourrisson, par contre, les entrées sont plus importantes puisqu'il perd chaque jour plus de 14% de son eau totale, soit le double de son volume plasmatique. Les sorties quotidiennes d'eau. Il y a d'abord les pertes qui sont fixes. Ce sont des pertes obligatoires, permanentes et non régulées. Elles sont regroupées sous le terme de transperspiration et évaluées à 12 millilitres par kilo. Les pertes ajustables. Seuls les reins sont responsables de l'ajustement de l'excrétion de l'eau en fonction des besoins, expliquant ainsi la diurèse qui peut varier de 0,5 litres à 20 litres par 24 heures. Malgré tous ces mouvements, la pression hydrostatique, la pression oncotique, l'osmolarité, l'équilibre hémodynamique est maintenu constamment en équilibre. La régulation du bilan hydrique dépend de deux facteurs, la soif et l'hormone antidiurétique. L'ADH, c'est une hormone fabriquée par les cellules de l'hypothalamus et qui est stockée dans l'hypophyse. Le calcul du bilan hydrique de chaque patient doit être fait tous les matins. Ce n'est pas à négliger. Ce calcul doit être fait tous les matins pour qu'on puisse connaître comment s'est comporté le malade pendant la journée. Par les infirmiers surtout et ou les sages-femmes avant la visite générale même du médecin. Le bilan hydrique prend en compte les entrées et les sorties et compare les deux totaux. Nous avons dit comme entrée, soit il y a les boissons, il y a les perfusions, il y a ou bien les transfusions, et en fait, l'eau liée aux aliments que nous avalons. Donc, nous faisons ce calcul et nous avons un total dont nous connaissons la valeur numérique. Et il y a également les sorties. Il y a les sorties
qui sont ajustables, les sorties qui sont bien fixes en tant que telles, et en partir de ces sorties fixes, il suffit, plutôt que de les calculer par unité, il suffit de connaître le poids du malade. En connaissant son poids, vous le multipliez par 12 millilitres par kilo. Et ainsi, vous voyez, en matière de perte fixe, la quantité perdue par le patient. Et ainsi, avec les aides-soignants qui ramassent les urines, vous connaissez la quantité d'urine émise par le patient. Ainsi, vous avez les deux totaux, les entrées d'un côté et puis les sorties de l'autre. Premièrement, quand les sorties sont égales aux sorties, quand les entrées sont égales aux sorties, on dit que le bilan est équilibré. Quand les entrées sont supérieures aux sorties, on dit qu'il y a un bilan positif. Et quand les entrées sont inférieures aux sorties, on dit qu'il y a un bilan négatif. Le bilan positif et le bilan négatif, ces deux bilans sont totalement dangereux. Et immédiatement, quand un bilan est positif, l'infirmier doit déjà avertir son médecin. Il y a trois organes surtout à surveiller. Il y a le cerveau, il y a les poumons, et puis il y a la tension artérielle. Quand le bilan est positif, attention à une encéphalopathie, attention à un OAP, ou bien attention à l'élévation des chiffres tensionnels. Quand le bilan est négatif, il faut également avertir, parce que le danger, quand le bilan est négatif, il n'est pas impossible qu'il y ait une hyperhydratation, et dans ces conditions, qu'il y ait une hypohydratation, pardon, et cette hypohydratation attire surtout le cerveau, et dans ces conditions peut entraîner beaucoup de dégâts. C'est ainsi que des modifications de pathologies diverses apparaissent de manière imprévisible et engendrent des troubles hydroélectrolytiques. Que sont ces troubles hydroélectrolytiques? Dans un premier temps, nous allons parler de la déshydratation extracellulaire pure. J'ai représenté une figure. Ici, par exemple, vous prenez ce trait comme si c'était les reins. En haut, c'est le contenu plasmatique et en bas, c'est le contenu des urines. Vous constaterez ici, quand on dit la déshydratation extracellulaire, c'est parce que la perte d'eau est équivalente à la perte d'électrolytes. L'osmolarité est la même, aussi bien du côté plasmatique que du côté des urines. J'avais dit que c'est les reins qui ajustent en quelque sorte le bilan hydrique de l'organisme. Et vous constaterez que les mêmes molécules que vous avez dans le sang, c'est les mêmes molécules que vous avez encore dans les urines. Cela se dit que c'est une déshydratation isotonique. L'osmolarité est la même des deux côtés. La déshydratation extracellulaire pure est la diminution du volume du secteur extracellulaire en rapport avec une perte de sel et une perte d'eau isotonique au plasma. C'est ce que nous venons de voir. La perte en soluté isotonique n'entraîne pas de modification de la natrémie et par conséquent, il n'y a pas de modification de l'osmolarité et pas de mouvement d'eau entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Son retentissement pluriviscéral, en particulier surtout hémodynamique et rénal, en fait une urgence thérapeutique. Parce qu'en fait, quand il y a cette déshydratation, ce n'est pas parce que l'osmolarité est égale, l'osmolarité du plasma est égale à l'osmolarité des urines qu'il n'y a pas de gravité. Il y a quand même une diminution de volume
qui risque d'affaiblir pratiquement l'individu. Et dans ces conditions, c'est surtout au niveau des reins où le passage de l'eau va poser des problèmes. Le diagnostic positif est posé comment? D'abord sur des signes cliniques, parce qu'il y a des signes cutanés et oculaires. La peau garde le pli cutané. Il y a une hypotonie des globes oculaires avec une cerne orbiculaire. Il y a une dépression de la fontanelle chez le nourrisson. Les signes hémodynamiques, il y a une hypotension orthostatique et une tachycardie souvent très marquée. Il y a la chute des pressions veineuses centrales, capillaires et pulmonaires avec menace de collapsus liée à l'hypovolémie. Il y a la chute de poids qui est souvent faible, mais il y a une oligurie, comme je vous l'ai dit, avec du fait de l'hypovolémie, il y a une oligurie avec aspect concentré des urines. Et le signe hémodynamique remarquable, c'est qu'il n'y a pas de soif. L'osmolarité étant égale de tous les compartiments, il n'y a pas de soif dans la déshydratation isotonique. Les signes biologiques, bien sûr, la diminution du volume plasmatique entraîne une hémoconcentration. Il y a l'augmentation de l'hématocrite et l'augmentation de la protidémie. Il y a une alcalose métabolique de contraction. La natrémie et l'osmolarité plasmatique sont normales. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle du fait de l'hypovolémie et de la dissociation urée-créatinine plasmatique dont le rapport est même supérieur à 60. La natriurèse est faible et le rapport sodium sur potassium est inférieur à 1. Le diagnostic étiologique est généralement très simple. Il repose sur l'analyse du contexte, de l'examen clinique et la natriurèse qui permet d'orienter vers l'origine rénale ou extra-rénale de la perte sodée. Les pertes isotoniques de sel et d'eau relèvent de deux causes. Les pertes extra-rénales, la réponse rénale est appropriée, oligurie, ou les pertes digestives, c'est les causes les plus fréquentes, que ce soit des vomissements, que ce soit des diarrhées, etc., ou lors d'une péritonite, lors d'un troisième secteur, etc. Et tout. Donc voilà pour ce qui concerne les pertes extra-rénales. Et les pertes rénales, les pertes rénales sont inappropriées. La diurèse est variable, normale ou élevée. La natriurèse est élevée et le rapport est supérieur, le sodium sur potassium est supérieur à 1. Donc, bien sûr, dans cette pathologie, il faut reconnaître le diagnostic de gravité. C'est le terrain, il y a les âges extrêmes et la comorbidité, il y a le collapsus, il y a l'association de troubles de l'hydratation intracellulaire. Ça peut être l'usage exagéré des diurétiques, ça peut être une néphropathie, une polykystose, une insuffisance rénalienne ou bien des diurèses osmotiques. Le traitement repose sur deux volets. D'abord étiologique et ensuite symptomatique. Vous utilisez l'hydrocortisone en cas d'insuffisance rénale aiguë, insulinothérapie en cas de diabète, et si vous utilisez les diurétiques, il faut les arrêter. Symptomatique, c'est l'apport de soluté isotonique d'eau et de sel en proportion équivalente. Le rythme d'administration de ces solutés dépend essentiellement des performances cardiaques. En l'absence d'insuffisance cardiaque, on apporte 50% du déficit en 6 heures, puis de façon plus lente. Les éléments de surveillance, c'est le pouls, la pression artérielle, la pression veineuse centrale,
la diurèse, le poids, l'auscultation pulmonaire, l'ionogramme, l'urée, créatinine. Il faut toujours avoir ces éléments sur soi pour pouvoir présager en tant que tel du traitement de la déshydratation isotonique. Qu'est-ce qui se passe quand il s'agit maintenant de la déshydratation intracellulaire? La déshydratation, comme on définit, intracellulaire est définie par la diminution du volume de l'eau intracellulaire, conséquence d'une hyperosmolarité du secteur extracellulaire entraînant un appel d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. La déshydratation intracellulaire résulte d'un bilan d'eau négatif. Elle apparaît donc à chaque fois que les pertes en eau sont supérieures aux apports vers le secteur extracellulaire, ou chaque fois que la perte urinaire d'eau est supérieure à la perte d'électrolytes. Voyons voir avec la figure 6. De la même façon que nous avions fait pour la déshydratation isotonique, la perte d'eau ici est supérieure à la perte d'électrolytes. Nous représentons pratiquement presque le même schéma, à la différence que ce qui se passe dans le sang est différent entièrement de ce qui se passe dans les urines. Vous voyez ici la perte d'eau, il y a 3 molécules d'eau ici, alors qu'il n'y a qu'une seule molécule en. Il y a moins d'électrolytes dans les urines que dans le sang. C'est ce qu'on appelle la déshydratation hypertonique. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le sang, l'osmolarité est élevée. Que se passe-t-il quand il en est ainsi? Généralement, en cas de bilan hydrique négatif, la soif indique permet de compenser la perte d'eau. L'hyperosmolarité isolée et l'hypernatrémie isolée sont des troubles métaboliques rares, n'apparaissant qu'en cas d'absence d'accès à l'eau, comme chez le nourrisson, le sujet grabataire qui ne peut se déplacer, un malade psychiatrique et peut-être en réanimation, ou en cas d'un trouble de la soif chez des sujets âgés. Le diagnostic positif est simple, le signe clinique, la soif est intense. Il y a une sécheresse des muqueuses de toute la cavité buccale. Il y a une chute de poids fréquemment aggravée, surtout chez l'enfant, par la fièvre et une polypnée intense. Il y a des signes neuropsychiques qui sont sévères et qui doivent être considérés comme des signes de gravité, que ce soit l'agitation, le délire, la torpeur nette chez le petit enfant, mais aussi chez l'adulte âgé, pouvant aller jusqu'au coma. Si la natrémie plasmatique est supérieure à 165 mmol par litre, il apparaît des convulsions chez le nourrisson avec la survenue d'hématomes intracérébrales et sous-durales constituant un risque vital chez l'enfant et le sujet âgé. En effet, l'hypernatrémie plasmatique va augmenter bien sûr l'osmolarité extracellulaire et on a dit que l'eau s'évade toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Le cerveau est limité dans son augmentation. Le cerveau est limité par le crâne qui ne peut pas bouger. Et dans ces conditions, le fait d'attirer l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, il y a une attrition du cerveau, laquelle attrition tire sur les méninges avec une génération d'un hématome sous-dural et quel hématome sous-dural va entraîner une compression en fait cérébrale et si on ne fait pas vite, le pronostic vital est assuré. Parmi les signes biologiques, bien sûr, on en a parlé, l'hyperosmolarité est un signe constant, évident s'il existe une hypernatrémie, souvent supérieure à 145 millimoles. En l'absence d'hypernatrémie, le diagnostic repose sur une hyperazotémie
ou sur une hyperglycémie. Effectivement, l'urée et le glucose ont des charges osmotiques et leur élévation entraîne les mêmes modifications que l'hypernatrémie. Le diagnostic étiologique est fonction de l'état du secteur extracellulaire. Nous avons la déshydratation hypertonique intracellulaire pure, qui est une conséquence de la perte d'eau pure sans perte de sel. Le diabète, encore dans le diabète insipide, les pertes hydriques extra-rénales, que ce soit respiratoires, patients intubés, ventilés, etc. Il y a aussi la déshydratation globale, qui n'est qu'une conséquence de la perte d'eau et de sel, avec une perte d'eau supérieure à la perte de sel. Les signes cliniques et biologiques sont les mêmes signes que l'on retrouve dans les déshydratations hypertoniques et dans la déshydratation extracellulaire, de la même façon dans la déshydratation extracellulaire. Les étiologies rejoignent celles des déshydratations hypertoniques intracellulaires et des déshydratations hypertoniques extracellulaires. Le traitement, en cas d'hypanatrémie aiguë, la natrémie doit être corrigée de façon rapide, 1 millimol par heure jusqu'à 145 millimol par litre. En cas d'hypernatrémie chronique, la baisse de la natrémie ne doit pas dépasser 10 millimoles par jour, soit environ 0,5 millimol par heure. Le traitement est à la fois étiologique et symptomatique aussi par l'apport d'eau. Les éléments de surveillance, le malade doit être hospitalisé en unité de soins intensifs. C'est pas tous les services qui peuvent s'en occuper. À ce niveau, il faut que le malade soit hospitalisé en réanimation. Cela s'impose de même que la correction de toute hypoxie. Nous avons fini avec les états de déshydratation. Mais d'un autre côté, il y a aussi les états d'hyperhydratation. Et dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'hyperhydratation extracellulaire pure. De quoi s'agit-il? L'hyperhydratation extracellulaire est la conséquence d'une rétention proportionnelle d'eau et de sodium de manière isotonique au plasma au niveau du secteur extracellulaire. La rétention de 140 millimoles de sodium est responsable de l'accumulation de 1 litre d'eau. L'osmolarité plasmatique est inchangée. Le volume du secteur intracellulaire n'est pas modifié. Comment se fait le diagnostic positif? C'est d'abord sur les signes cliniques. Les manifestations en cas d'hyperhydratation extracellulaire dépendent de la rapidité d'installation et de la maladie causale. Deux modalités selon que l'hyperhydratation extracellulaire est d'installation brusque, secteur vasculaire, ou progressive. Nous en avions déjà parlé au tout début. Il y a d'abord la prise de poids, l'inflaction du secteur interstitiel, édème sous-cutané, de type rénal, c'est des édèmes blancs mous et qui gardent le godet. Au maximum, cela réalise un travail d'anasarque, quand l'édème est pratiquement partout, avec épanchement des séreuses, que ce soit pleurésie, péricardite, acide, hydrocèle vaginal et hydarthrose. L'inflation du secteur vasculaire, c'est une hypertension volodépendante, risque d'édème viscéraux, OAP, édème cérébral, si l'inflation du secteur vasculaire est d'installation brusque. Les signes paracliniques, c'est l'hémodilution, la baisse de l'hématocrite et de la protidémie. L'osmolarité plasmatique et la natrémie sont normales. La natriurèse est basse, par exemple au cours de l'hyperaldostéronisme secondaire. Le diagnostic de gravité, c'est les signes respiratoires, c'est soit l'OAP, la dyspnée ou la cyanose.
même l'encéphalopathie. Au niveau cérébral, il y a l'encéphalopathie et il y a le tableau d'Anazark. Le diagnostic différentiel est caractérisé par la survenue d'édèmes mobiles et déclives qui sont à différencier des édèmes localisés, comme dans les obstructions veineuses, l'augmentation de la perméabilité capillaire lors des réactions allergiques et l'obstruction lymphatique. Il y a des pseudo-édèmes comme au cours du myxédème dans la thyroïdie. Le diagnostic étiologique des hyperhydratations extracellulaires et donc des édèmes sont classés en fonction des différents mécanismes physiopathogéniques. Il y a l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire, il y a la diminution de la pression oncotique plasmatique et l'augmentation de la perméabilité capillaire. Le traitement est étiologique, par exemple le traitement d'un syndrome néphrotique, et symptomatique. L'objectif ici est d'induire un bilan sodé négatif par un régime hyposodé ou désodé. Le régime sans sel, les diurétiques natriurétiques sont dont les plus puissants sont les diurétiques de Lens. Et en matière de diurétiques, pour ça qu'il faut hospitaliser le patient en réanimation dans un milieu soins intensifs. Les diurétiques de Lens que vous pouvez utiliser, il y a par exemple le furosémide qui agit effectivement au niveau des Lens en bloquant par exemple le sodium, le potassium et le chlore. Sinon, vous pouvez utiliser encore les thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide qui agit au niveau du tube distal. Et enfin, la vasopressine qui agit au niveau du tube collecteur dans la concentration des urines. Les éléments de surveillance, d'abord les éléments cliniques, le poids à diurèse, et des éléments paracliniques, la fonction rénale basée sur la créatinine plasmatique, la natrémie et la nakaliémie, hein, c'est des patients qui sont sous diurétiques. En seconde intention, il y a l'hyperhydratation intracellulaire. L'hyperhydratation intracellulaire correspond à l'augmentation du volume du compartiment intracellulaire. Cela peut également survenir en cas de perte d'eau moins importante du volume extracellulaire que la perte d'électrolytes. C'est l'hyperhydratation intracellulaire ou la déshydratation hypotonique. Voyons ça sur la figure suivante. De la même façon, c'est pratiquement le même schéma. Vous voyez à travers le rein qui ajuste le bilan hydrique de l'organisme, vous voyez ce qui se passe dans le sang et ce qui se passe dans les urines. Ici, vous avez 3 molécules d'eau et le sodium, le chlore et le potassium, il n'y a qu'une molécule de chaque. Alors que dans les urines, il y a davantage de sodium, de potassium que d'eau. Donc, on dit c'est une hyperhydratation intracellulaire ou encore appelée la déshydratation hypotonique. Donc, c'est ce qui se passe dans le sang. Il y a davantage d'eau que d'électrolytes. Il en résulte une hypoosmolarité dont la traduction biologique est une hyponatrémie qui implique une augmentation du secteur intracellulaire. Ce trouble est rarement pur. Il est souvent associé à une perturbation du secteur extracellulaire. Lorsqu'il y a une diminution de l'osmolarité plasmatique, le passage de l'eau se fait du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, d'où l'hyperhydratation intracellulaire. Et quand il y a hyperhydratation intracellulaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le volume du crâne est limité.
Quand le volume du crâne est limité et qu'il y a passage d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire, le volume du cerveau va augmenter. Et à un moment donné, le cerveau ne peut pas augmenter plus que le volume que lui offre le crâne. Et vous imaginez et vous devinez tout de suite ce qui peut se passer en matière de signes. Le diagnostic positif, c'est surtout basé sur des signes biologiques. Le signe d'un trouble de l'hydratation intracellulaire biologique. Il y a l'hyponatrémie et l'osmolarité plasmatique diminuée jusqu'à 275 milliosmoles. Les signes cliniques, ils sont non spécifiques et donc peu évocateurs. Ils sont corrélés à la sévérité de l'hyponatrémie et à la rapidité de son installation. Il y a d'abord le dégoût à l'eau, précoce si la natrémie est inférieure à 125 millimoles, nausées et vomissements. Il y a des céphalées, somnolence, la confusion et la commercialité. Il y a les troubles de la conscience et coma, et survenue d'un coma, avec un signe de Babinski bilatéral. Les hyperhydratations intracellulaires chroniques sont relativement bien supportées. Dégoût à l'eau précoce, anorexie, nausée, des signes neuropsychiques avec agitation, fibrillation musculaire, tremblement des extrémités. Et si la natrémie est inférieure à 115 millimoles par litre, il subvient un état comateux et des crises convulsives pouvant aboutir à la mort. Le diagnostic de gravité est fonction du mode d'installation, hyponatrémie aiguë, hyponatrémie chronique, fonction également de la symptomatologie clinique, hyponatrémie sévère, hyponatrémie modérément sévère et sévère, et également en fonction de la valeur biologique. Elle est légère quand c'est en fonction de la natrémie, modérée ou sévère. Le diagnostic étiologique, une fois l'hyponatrémie confirmée, le diagnostic étiologique repose sur 3 éléments. Il y a l'osmolarité urinaire par déséquilibre entre les apports en eau et en osmole. Il y a l'évaluation de la natriurèse afin de déterminer le comportement du rein par rapport au sodium. Il y a également l'évaluation du secteur extracellulaire avec un bilan sodé négatif en cas de déshydratation extracellulaire, hyponatrémie de déplétion, un bilan sodé positif en cas d'hyperhydratation extracellulaire, l'hyponatrémie de dilution. Le traitement est fonction de la gravité de l'hyponatrémie, des signes qui se sont présentés, du mécanisme de l'hyponatrémie, dilution ou déplétion. Le traitement doit être immédiat avant même le résultat de l'enquête étiologique. Le patient doit être hospitalisé également en milieu de soins intensifs. L'objectif est d'augmenter la natrémie de 5 millimoles par litre la première heure. La correction lente et prudente, 1 à 2 millimoles par heure jusqu'à aboutir à 125 millimoles par litre. Ensuite, correction plus ralentie pour normaliser la natrémie en 48 à 72 heures. Dans les hyponatrémies chroniques, la correction lente et prudente, 1 à 2 millimoles par litre par heure jusqu'à aboutir à 125 millimoles par litre. Ensuite, correction plus ralentie pour normaliser la natrémie en 48 à 72 heures, car le risque de myélinolyse centropontine. Et effectivement, il ne faut pas que la correction soit très rapide. Sinon, le risque que l'on court, c'est la démyélinisation du pont bulbaire. Et dans ces conditions, les signes cliniques que vous avez, c'est une dysarthrie, une dysphagie et même quelques paralysies des membres. Et dans ce cas, il faut faire attention pour ne pas aboutir à cette myélinolyse centropontine. Les éléments de surveillance, ce sont en cas d'hyponatrémie sévère, une surveillance en unité de soins intensifs s'impose, de même que la correction de toute hypoxie.
nous avons vu pratiquement tous ces éléments, les éléments cliniques, poids, diurèse, les signes neurologiques parfois présents dès le diagnostic et constituent une indication à l'instauration d'un traitement à base de sérum salé. Les éléments paracliniques, il y a la natrémie et la fonction rénale qui sont de règles qu'il faut surveiller. Nous avons pratiquement vu les pathologies les plus importantes en fait au niveau de, des troubles hydroélectrolytiques et vous concluez déjà que tout patient qui présente des troubles hydroélectrolytiques doit être hospitalisé dans un milieu de soins intensifs, plus précisément en réanimation, pour être bien surveillé et pour que la correction de chaque élément puisse se faire très lentement. Qu'il s'agisse d'une déshydratation isotonique que nous croyons être sensibles, mais n'oubliez pas que l'hypovolémie induite peut ralentir le fonctionnement rénal et créer une insuffisance rénale fonctionnelle. Dans la déshydratation intracellulaire, le risque que nous pouvons craindre, c'est en fait l'attrition cérébrale avec génération secondaire d'un hématome qui est plus grave chez les nourrissons et chez les vieillards. Quand il s'agit des hyperhydratations, l'hyperhydratation, bien sûr, peut être également isotonique. Et dans ces conditions, c'est au niveau, il faut voir dans quelle mesure et comment utiliser les diurétiques, surtout au niveau rénal. Parce que les diurétiques les plus importants que vous avez, d'abord le furosémide, n'oubliez pas, ça agit au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle et impacte sur le sodium, le chlore et le potassium. Ou bien vous pouvez utiliser les thiazidiques comme l'hydrochlorothiazide qui agissent au niveau du tube distal et par la rétention de l'éjection de charge du sodium et qui, dont la molécule est remplacée automatiquement d'ailleurs par le potassium. Et enfin, la vasopressine, c'est-à-dire l'ADH, qui peut agir au niveau des tubes collecteurs dans la concentration des urines. Et enfin, quand au niveau des hyperhydratations, le plus dangereux de vous, c'est trop simple, dites-vous toujours qu'en cas d'hyperhydratation, c'est quand l'osmolarité extracellulaire est beaucoup plus faible que l'osmolarité intracellulaire. Et dans ces conditions, l'eau étant bougeant de façon passive, l'eau va du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et je vous ai dit que le cerveau ne peut pas augmenter, mais quand bien même il y a suffisamment d'eau, le cerveau ne peut pas augmenter plus que le volume que lui offre le crâne. Et vous devinez les signes cliniques qu'il y a. Et dans ces conditions, il mieux vaut que ces patients soient hospitalisés en soins intensifs et en réanimation. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Et le risque dans ces conditions, c'est en voulant apporter du sodium pour compenser en fait cette hyperinflation intracellulaire. Faites attention pour ne pas vite corriger l'hyponatrémie. Et parce que quand vite le corrigeant, le risque, c'est la myélinolyse pontique, une démyélisation du pont bulbaire. Et dans ces conditions, la dysarthrie, les signes, c'est la dysarthrie, la dysphagie, quelques paralysies, etc. Donc, il faut que ces malades soient en soins intensifs, en réanimation, pour pouvoir mieux suivis et pour garantir aux soins un minimum de succès dans leur survie. En conclusion, je vous dirais que les troubles hydroélectrolytiques sont des résultats d'inégalités entre les entrées et les sorties d'eau et de sodium. Ceci représente
Une pathologie fréquente et reste des complications parfois sévères d'états pathologiques très divers. Leur diagnostic est souvent facile et en grande partie clinique. Prise en charge précocement, hein, leur traitement en fonction de leur étiologie aide à rétablir l'équilibre hémodynamique du milieu intérieur. Tout ce que je vous ai eu à vous raconter, vous rencontrerez cela dans le livre qui a été présenté du milieu intérieur aux urgences obstétricales, où tout est dit, tout ce que je vous ai raconté s'y trouve, et en plus, beaucoup plus détaillé. Je n'ai fait qu'une étude succincte de milieu, des troubles hydroélectrolytiques. Tout est dit dans ce livre que vous pourrez obtenir hein, dans les librairies. Je vous remercie énormément de votre attention. Hein, puis les explications données en matière de troubles, hein, je les ai partagées avec vous et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup, docteur Pascaline Fassinou. J'en ai fini et je vous retourne la parole. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours pour nous un plaisir de vous entendre et de vous suivre et de pouvoir bénéficier de toute cette pédagogie que vous aviez. Et je vais laisser la parole à nos collègues qui sont en ligne, également à nos maîtres. Si vous aviez des questions, des apports, si vous avez quelque chose à dire, peut-être même, pourquoi pas, des partages d'expériences par rapport à la thématique du jour, il suffira de lever la main et la parole vous sera accordée. Merci. Je vais demander à ceux qui ont leur micro ouvert de bien vouloir le fermer. Si vous avez envie d'intervenir, il suffira de lever la main et vous aurez droit à la parole. Docteur Sami Mama, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre préoccupation. Merci beaucoup. Bonjour, professeur. C'est vraiment un plaisir de vous avoir écouté pour cette édifiante présentation ce matin. Et ma question, je suis DES de neurologie au CNHU de Cotonou. Alors, ma question ce matin, c'est, je voudrais savoir, est-ce que la prise en charge serait la même dans le cadre d'une fausse hyponatrémie ou d'une vraie hyponatrémie? Ça, c'est ma première question que je voudrais poser. Merci. Et comment il faudra faire la différence alors dans ce cas? Vous voulez répéter, s'il vous plaît? D'accord, professeur. Je disais, est-ce que la prise en charge serait la même dans le cadre d'une fausse ou d'une vraie hyponatrémie? Et comment il faudra faire cette différence dès le départ? C'est ce que je voudrais savoir. Je peux régler enfin, les questions 5 par 5 plutôt que de... Oui, oui, non, c'est bon, ce D'accord, sera les... professeur. Voilà. D'accord, ce Docteur sera Sami, il n'y a pas de souci. Vous posez vos questions et puis voilà, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Le professeur va les noter et puis après, il pourra vous répondre. D'accord. Non, ce Je ne sera sais tout pas pour si moi. vous avez d'autres questions. C'est bon, c'est bon. D'accord. Merci. Professeur, est-ce que vous avez enregistré les questions de docteur Sami? Fanny, c'est Fanny, hein?
C'est Samir, maman. Oh, Samir Mama, ouais, d'accord, ouais. Si j'ai enregistré la vraie hypophyse en post-hypophyse, l'hyponatrémie, ouais. J'ai D'accord. noté. Il y a docteur Moussa qui a levé la main. Docteur, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre question. Je n'entends rien, hein. Moi non plus. Docteur Moussa, Malam, est-ce que vous êtes là? Vous avez levé la main, mais votre micro est toujours fermé. Oui, bonjour, professeur. Vous Bonjour, maître m'entendez? Moussa. Oui, on vous entend très bien. Euh, oui, moi, c'est docteur Malam Moussa. Je Oui. suis physiologiste à l'université Abdou Moumouni de Niamey à la faculté de médecine. C'était juste pour vous remercier pour votre présentation. Je vous avais suivi depuis le début jusqu'à la fin. Vraiment, j'ai bien apprécié votre présentation. C'était juste pour vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Ravel Etafeu. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Euh, oui, c'est Dr Ravel Etafeu, de résident en chirurgie pédiatrique à Niamey. Je voudrais remercier le professeur pour sa brillante présentation et qui est très édifiante par rapport à ces troubles qui concernent à peu près tous les patients, y compris les pathologies, y compris la spécialité. Ma question, c'était par rapport à la correction des troubles ioniques chez l'enfant. Est-ce que c'est la même formule qui est applicable chez l'enfant que chez l'adulte, ou bien il y a des particularités en ce qui concerne notamment la particularité physiologique de l'enfant que nous connaissons? Donc, c'était ça un peu ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur Ravel. Je vais laisser la parole à un intervenant dont j'ai pas le nom, mais c'est écrit Samsung SMA 145F. Je sais pas, c'est le seul intervenant qui a levé la main. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Je ne sais pas si la personne se reconnaît. Il n'y a pas de nom, mais c'est écrit quand même la marque du téléphone Samsung. Et c'est la seule main levée, je ne sais pas. Nous allons peut-être continuer en attendant. Professeur, vous pouvez déjà répondre aux questions en attente. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Pascaline. C'est vraiment avec plaisir d'écouter. Quand les gens n'ont pas beaucoup de questions, ça fait plaisir. En fait, pour le docteur Samir, en fait, la natrémie, l'hyponatrémie en post-hypophyse et la vraie hyponatrémie, hein, il faut, en fait, à partir du moment, dans votre bilan biologique, vous avez une hyponatrémie, hein, il faut connaître d'abord, avoir les signes cliniques que vous avez chez votre patient et connaître les étiologies. Parmi les étiologies que vous allez rencontrer, vous pouvez avoir effectivement une hyponatrémie en post hypophyse. Qu'est-ce qui se passe, etc. dans ces conditions? Hein, ou bien il y a une sécrétion forte d'ADH, hein, avec rétention d'eau au niveau de l'organisme. Et dans ces conditions, cette hyponatrémie doit être effectivement corrigée. Mais quand la vraie hyponatrémie aussi, vous devez faut corriger ça pratiquement de la même façon. Parce que le risque, c'est d'aller progressivement, hein, comme on l'a dit dans le traitement, il faut aller lentement.
Et quand la survenue a été brutale, effectivement, quand c'est brusque et c'est aigu, vous pouvez aller jusqu'à même 120 millimoles par jour, etc. Mais quand il s'agit, si c'est une installation sur un long temps, c'est-à-dire c'est une hyponatrémie de type vraiment chronique, l'attention qu'il vous faut, c'est de ne pas corriger cela brutalement. Parce que le risque de corriger brutalement une hyponatrémie, le drame, c'est d'apporter beaucoup de sodium euh, dans votre traitement. Et dans ces conditions, le risque, c'est la myélinose centropontine dont je vous ai parlé. Hein, ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux, quand c'est de type chronique, que vous y allez lentement. Hein, donc, dans les dégâts de post-hypophyse, c'est par exemple, ou bien quand il y a une manque de choses, d'ADH, etc. et tout. Donc, il faut faire attention. Le bilan biologique doit vous guider, hein, aussi bien la vraie hyponatrémie que tout dépend de la survenue, si c'est brutal ou bien si c'est de type chronique. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut les corriger progressivement tous. Et dans tous les cas, avec la surveillance, les éléments de surveillance, vous pouvez vous assurer que vous allez bien traiter. Merci beaucoup à docteur Moussa. Ben, je suis obligé, je suis très content, hein, de votre message et ça fait vraiment plaisir que vous ayez compris très bien ce que je voulais vous transmettre. Pour le docteur Hazan, la correction des troubles chez l'enfant. Il faut faire attention chez le nourrisson. Bon, vous savez, en pédiatrie, les enfants, bien entendu, c'est jusqu'à 15 ans et on les considère toujours comme des enfants, mais ils ne sont pas répartis de la même façon. Quand on parle de nourrisson, hein, ne comptez pas quand même plus d'un an. Ensuite, le petit enfant, etc. et tout. Donc, en ce qui concerne chez les enfants, chez les nourrissons surtout, la table physiologique n'est pas la même que chez l'adulte. Hein, le milieu extracellulaire est énorme chez l'enfant. Et en cas de déshydratation, c'est beaucoup plus important. Il faut vite les prendre en charge pour corriger le trouble dont ils ont. C'est souvent au cours des pathologies diverses, hein, que ce soit même le paludisme, rien que la fièvre, etc. Tout cela peut apporter les enfants à perdre l'eau du secteur extracellulaire. Et c'est surtout la perte de l'eau extracellulaire qui pose problème. Cette perte d'eau extracellulaire, que ce soit isotonique, ou bien que ce soit une déshydratation hypotonique ou hypertonique, c'est toujours dangereux chez l'enfant parce que la perte d'eau extracellulaire est très importante chez l'enfant. Et il faut en tenir compte pour pouvoir compenser cette perte extracellulaire. Si vous ne le compensez pas, les risques qui arrivent, c'est exactement comme chez le vieillard. Il faut pas, et l'enfant, vous savez que le nourrisson n'a pas accès à l'eau. Et c'est vous qui devez le lui apporter. Et dans ces conditions, si vous ne le prenez pas vite en charge, ça pose problème. Hein, c'est le problème cérébral, le problème d'OAP, etc. Et vous risquez de perdre votre enfant. Donc, faites attention. Sachez que le milieu extracellulaire chez l'enfant est beaucoup plus important que le milieu intracellulaire. Et toute perte d'eau impacte sur le milieu extracellulaire et on vous indique que la perte peut aller même jusqu'à 14%, hein, ce qui est le double même du volume plasmatique chez l'enfant. Et dans ces conditions, les hyponatrémies chez l'enfant se corrigent, doivent être vite corrigées et éviter tout accident secondaire. C'est comme ça qu'il faut prendre. Donc, c'est la particularité chez l'enfant. C'est parce que son milieu extracellulaire est nettement plus important. Et il suffit que l'enfant ait une petite fièvre pour se désemparer de son milieu extracellulaire. Et c'est très important. C'est ça qu'il faut prendre en compte
et pour pouvoir prendre en charge le traitement de l'enfant. C'est totalement différent c'est cette particularité qui diffère le nourrisson de l'adulte. Le docteur Pascaline, voilà les éléments que je pourrais apporter aux questions qui m'ont été posées. D'accord, merci beaucoup, professeur. Il y a une question dans le chat, mais avant, je vais laisser la parole à mon maître, docteur, professeur à côté de nous. Merci beaucoup, Pascaline. Je suis très content de suivre encore une fois mon maître et de me présenter ce qui fait notre casse-tête en réanimation. Et nous qui avons eu la chance d'être son élève depuis plusieurs années, et j'ai eu tout ce que je voulais dans cette présentation. Je voudrais donc que Dieu vous garde toujours en forme pour nous, pour qu'on continue de bénéficier de vos riches enseignements. C'est tout ce que je voulais dire parce que pour moi, j'ai suivi ma formation avec lui, j'ai suivi ses présentations plusieurs fois, j'ai eu la chance d'écrire un livre avec lui, c'est le chapitre. Merci beaucoup, professeur Akodienou. De toute façon, nous nous connaissons très, très bien. Merci infiniment de vos compliments. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous voir évoluer sur le chemin que vous avez choisi. Je vous assure, vous irez de l'avant. Vous irez vraiment de l'avant. Et ça fait plaisir de toute façon. Si vous pouvez encore aller plus devant que moi-même, même dans la tombe, je continuerai de vous apprécier. Merci beaucoup. Merci, professeur. Docteur Fassino. Merci beaucoup, cher maître. Je vais laisser la parole à monsieur ou madame Banon qui a levé la main. Puis après, je vais lire la question qu'il y a dans la messagerie. Merci. Je vais demander à tous ceux qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer les micros pour nous permettre une bonne coordination. Monsieur ou madame Banon, vous avez la parole. Oui, bonjour professeur. Et nous vous remercions pour votre présentation. Nous sommes Élisée Banon, c'est monsieur, étudiant en 5e année de médecine à la faculté de médecine de l'Université de Parakou. Et nous avons une question concernant l'évaluation de la sévérité en cas de déshydratation. Et nous aimerions savoir quel score pouvons-nous utiliser en pratique pour mieux évaluer une déshydratation chez un patient en fonction de l'âge, c'est-à-dire si c'est chez un enfant par exemple ou un adulte. Et aussi, après avoir évalué cette sévérité-là, comment utiliser le plan de réhydratation de l'OMS à bon escient pour les corrections. Et merci. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vais rapidement lire la question qu'il y avait dans la messagerie. Bonjour, professeur. Je voudrais savoir comment procéder en cas de collapsus chez un nourrisson. Je pense que c'est une des questions. Et la deuxième, c'est pour un patient en acido, je pense que la personne voulait parler d'acidocétose diabétique. Comment faire la réhydratation hydroélectrolytique? Professeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Fassino. D'abord, Madame Banon, comment mesurer la déshydratation? Je crois que je vous l'ai dit, parce que dans le calcul du bilan hydrique du patient, je vous ai bien dit qu'il y a l'eau transcellulaire qui est composée pratiquement, que ce soit les larmes, que ce soit la respiration, que ce soit la transpiration, etc. Tout cela, je les ai regroupés. Je les ai regroupés en eau, en perte transperspiration. Et une étude qui a été faite en 1989, à force de comparer, nous avons essayé de déterminer cette quantité d'eau perdue
chez les patients. Et nous avons pris, en fin d'étude, nous avons pris 12 millilitres par kilo. Quand nous prenons 12, cela correspond euh, pratiquement à la perte de cette eau transcellulaire. Alors, quand tout patient qui entre en réanimation, chez qui on doit faire le bilan hydrique, vous comparez les entrées par rapport aux sorties. Et quand vous comparez les entrées par rapport aux sorties, c'est une étude, ça avait été publié, c'était dans le journal euh, médical du Bénin dans le temps. Mais 1989, c'est pas à côté. Donc, nous avons gardé ça et j'ai instruit pratiquement tous mes étudiants à prendre cela comme chiffre pour faciliter la tâche des pertes, euh, des pertes fixes et qui ne peuvent pas être réglées de toute façon. Donc, avec ça, nous arrivons à connaître les entrées et puis les sorties. Alors, quand nous faisons ça et quand, je vous l'ai dit dans ma présentation, quand les entrées sont égales aux sorties, le bilan est équilibré. Donc, dans ces conditions, vous pouvez renouveler le traitement que vous aviez fait la veille avec les mêmes surveillances qu'il vous faut. Mais par contre, quand le bilan est positif, c'est-à-dire que les entrées sont supérieures aux sorties, il y a problème. Il y a problème à partir de là. Et s'il y a un problème, il faut connaître, en fait, tout en voulant poursuivre avec les étiologies, mais il faut savoir que déjà, il y a 3 organes qui sont en danger. Il y a d'abord les vaisseaux. Quand le bilan est positif, il y a les vaisseaux. Donc, il faut surveiller par votre tensiomètre. C'est très facile. Il y a également l'auscultation pulmonaire. Il faut voir si vous n'avez pas commencé à avoir des râles, etc. et tout. Et surtout, au niveau du cerveau, je reviens encore là-dessus, si l'homme, l'individu commence à être somnolent ou bien à présenter des troubles de la conscience. Ces organes-là, ces 3 organes-là, il faut les surveiller. Et c'est vraiment dangereux de pouvoir les laisser, Il faut savoir ce que faut faire comme vite connaître l'étiologie et d'abord remettre l'intéressé, le patient, en normalisation et pour qu'il puisse échapper aux accidents que nous avons pris. Mais quand le bilan est de la même façon, quand le bilan est négatif, négatif, c'est parce que les entrées sont inférieures aux sorties. Et quand les entrées sont inférieures aux sorties, non seulement c'est d'abord un truc un peu rare, mais ça s'observe quand même. Dans ces conditions, il faut mesurer, pour entraîner une hypovolémie, déjà au niveau extracellulaire. Et cette hypovolémie qui entraîne également une hypoosmolarité plasmatique. Et dans ces conditions, l'eau qui rentre au niveau du cerveau, le cerveau ne peut pas augmenter de volume plus que le volume que lui offre le crâne. Et dans ces conditions, c'est également un danger. Et dans ces conditions, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut vite faire dans ce cas d'hyponatrémie, d'hypoosmolarité, et il faut corriger rapidement je me base, moi, sur des critères. Et c'est la pratique. C'est ma pratique au cours de toutes ces années. Parce que j'ai fait quand même 30 ans, rien qu'en réanimation. Alors, c'est cette pratique-là qui me permet, c'est cette pratique qui me permet de dégager de partager avec vous ce que je connais. Je ne me fie pas à la pratique d'un autre hôpital, etc. Non, je me fie à tous les accidents que j'ai eus et j'en ai fait un résumé et Dieu seul sait combien de fois j'ai eu à écrire, à faire des articles là-dessus. Donc, il faut faire attention la sévérité doit être devinée
il faut pas, comment dirais-je, il faut pas excuser un médecin parce que la surveillance n'a pas été faite. Il faut pas excuser le médecin. Nous parlons de la vie humaine et dans ces conditions, ça, on ne s'amuse pas avec. Quand il y a des critères de sévérité, vous devez rapidement, vous pouvez ne pas réussir, mais qu'on sache au moins que vous avez essayé de pouvoir traiter ce qui s'est passé. Alors, donc, il faut, euh, ce sont ces critères-là que je vous ai donnés. Hein, je ne vous demande pas de me suivre, etc. Vous pouvez suivre ce que vous avez eu aussi comme expérience, etc. Mais c'est ce que j'ai eu que j'ai tenu à partager. Voilà ce que je peux dire à Madame Banon. Madame Pascaline, comment procéder en cas de... S'il vous plaît, vous répétez votre question là. D'accord, je vais Comment récupérer. procéder en Oui, cas de... il y avait deux questions. Comment procéder en cas de collapsus chez le nourrisson la collapsus. et comment réhydrater, faire une réhydratation hydroélectrolytique en cas d'acidocétose diabétique. C'est ça. L'acidocétose diabétique, ça, vous savez, le diabète chez l'enfant, bon, c'est quand même, j'ai pas fait de la pédiatrie, c'est vrai, mais le diabète chez l'enfant, bon, l'enfant est déjà un peu grand. Hein, quand on constate une acidocétose, ce que je fais habituellement, et dans la mesure où, quand vous lisez les bouquets, souvent, dans on vous dit, il faut utiliser le glucosé, il ne faut pas donner de l'eau pure. Hein, si vous donnez de l'eau pure par les vaisseaux, vous risquez de créer une hémodilution délétère aux globules rouges. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas intéressant. Donc, on vous recommande de donner du glucosé à 2,5% hein, pour pouvoir corriger l'acidocétose chez les enfants. Ce que moi je faisais en cas d'acidocétose, j'utilise effectivement de l'eau pure, mais pas à travers les vaisseaux. Je mets en place une sonde nasogastrique hein, et je mets de l'eau pure à travers la sonde nasogastrique. Et l'intéressé lui-même se charge de la dispersion de cette eau pour corriger son hyperlatrémie. C'est ce que je faisais. Hein, la mise en place d'une sonde nasogastrique et de l'eau pure, ouais, vous ne pouvez pas le faire par les vaisseaux. Et je n'ai pas à craindre une hémodilution quand je donne de l'eau, puisque dans la boisson, il y a ni sucre, ni sel, rien du tout. Donc, c'est ce que je fais en réanimation. Je mets en place une sonde nasogastrique et je donne de l'eau pure, ce qui permet, avec la dispersion de cette eau, de corriger le glucose qui est élevé. Et dans ces conditions, on arrive à récupérer hein, progressivement cette acidocétose. Et ça permet de suivre cette comorbidité et on arrive à réguler hein, l'acidocétose. Même le comateux a fini par se réveiller. C'est ce que nous faisions dans le service. Donc, en cas de collapsus chez, chez le bébé, quand le bébé arrive, il faut vraiment faire vite. Hein. C'est-à-dire, le premier signe chez l'enfant, c'est les convulsions. Il faut vite faire. Parce que, vous savez, au moment des convulsions, l'enfant ne respire pas. Quand l'enfant convulse, l'enfant ne respire pas. Il faut faire attention. Hein. Donc, et puis, bon, si vous avez, de toute façon, en pédiatrie, il y a des gens qui sont spécialisés pour prendre des veines. Et quand vous prenez ces veines-là à travers les veines, vous pouvez corriger hein, votre collapsus. Mais si jamais l'enfant arrivait à faire de ces convulsions, le fait de ne pas respirer, même pendant en 3 minutes, le cerveau est déjà lésé. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas s'amuser avec. C'est l'urgence pure. Et si ce n'est pas dans un soin intensif, c'est pas la peine. Ne vous amusez pas en clinique privée alors qu'ils n'ont pas l'habitude de ces choses-là.
aller directement dans une salle de soins intensifs, ou aux urgences, en réanimation, etc., pour corriger ces genres de choses-là. Donc, c'est un risque quand un enfant, quand un bébé se met dans le collapsus. Ce n'est pas bon. Non seulement les reins risquent d'être impactés, puisqu'il y a une hypovolémie très prononcée. Donc, si sa correction ne vient pas à point, vous avez, bon, bien entendu, avec le collapsus, les convulsions, bon, mais l'enfant qui convulse plus de 3 minutes, n'espérez pas grand-chose. N'espérez pas grand-chose en ce sens que des séquelles, même après son réveil, le risque de séquelles sera là. Alors, dans ces conditions, ce n'est pas... Tout est urgent. Les troubles hydroélectrolytiques sont si importants. C'est vrai que la pratique, et la pratique vous permet de prendre en charge ces troubles hydroélectrolytiques, mais il faut l'apprendre. Et il ne faut excuser ni infirmier, ni aide-soignant, ni médecin qui ignore ce qu'il faut faire en cas de trouble hydroélectrique, que ce soit une déshydratation, que ce soit une hyperhydratation, quoi qu'il en soit, cela comporte des risques vitaux. Et dans ces conditions, l'urgence est de mise. Il faut vraiment savoir tout faire. C'est des astuces, bien entendu, que l'on se développe. Donc, il faut toujours les apprendre, ces astuces-là, et les garder pour soi, pour pouvoir intervenir à temps. Voilà les éléments que je pourrais apporter, aussi bien à Mme Banon que celui qui a laissé sa question. Mme Pascaline. Merci beaucoup, professeur. C'est Monsieur Banon. Ah, c'est Monsieur Et Banon. voilà, oui, c'est Monsieur Banon. Et je pense que ceux qui ont posé les questions dans la messagerie, il y a Monsieur Eli et Monsieur Sadou Ismaël. Donc, j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vous demanderai de lever une fois encore la main ou d'écrire. Comme ça, nous allons peut-être approfondir et répondre. Je pense que M. Bano a levé a fait un signe de main. Je pense qu'il a compris. Je ne sais pas si les autres ont eu également les réponses à leurs questions. Apparemment, Mme Banon, Monsieur. Elle a compris, elle a dit. Oui, Monsieur. Oui, M. Bano a compris. Monsieur, pardon. Oui, M. Bano a compris. Il n'y a pas de main levée en attente. Je vais rapidement profiter avant de laisser le professeur clôturer la séance du jour. Je vais rapidement profiter pour introduire ma collègue Olivia, qui a envie de vous parler un peu de notre certificat en nutrition qui commence bientôt. Je ne sais pas si Dr Olivia est prête. Oui, bonjour, Dr Pascaline, je suis prête. D'accord, je vous laisse la parole pour quelques minutes. D'accord, merci Dr Pascaline. Bonjour à tous, merci à tous pour votre participation à cet atelier. Bonjour professeur, merci beaucoup de nous avoir gratifié de votre très belle pédagogie ce matin. Je suis le docteur Olivia Arrogan, chargée de communication auprès du réseau d'échange entre médecins d'Afrique, REMA. Et ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau joyau de REMA, notre certification en nutrition diététique. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la nutrition est au cœur de nombreuses pathologies que nous traitons en médecine et que même les mesures hygiéno-diététiques restent au premier plan de nombreux traitements qui sont proposés aujourd'hui en médecine. Malheureusement, force est de constater que nos cursus de formation ne nous outillent pas suffisamment sur
le plan nutritionnel pour la prise en charge de nos patients. Donc, REMA a décidé, pour pallier à cet état de choses, de lancer un programme de certification professionnelle en nutrition diététique, qui est un programme de 60 heures subdivisé en 3 modules distincts, des modules allant des bases en nutrition diététique à la prise en charge nutritionnelle de nombreuses pathologies que nous connaissons aujourd'hui, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les allergies et j'en passe. Mais surtout, le 3e module qui s'occupe de la recherche épidémiologique en nutrition diététique. C'est vraiment le plus-value du programme parce qu'il y a de nos jours de nombreuses opportunités de recherche dans le domaine de la nutrition, surtout sur le continent africain. Donc, à la fin de ce programme qui est assuré par un comité scientifique de rang mondial, vous aurez un certificat professionnel accrédité en nutrition diététique reconnu partout dans le monde et vous serez en mesure de prendre en charge et même de prévenir plusieurs pathologies sur le plan nutritionnel. Tout ce programme est offert au prix forfaitaire de 399 euros, soit 260 000 francs CFA, que vous avez la possibilité de payer en 3 tranches. N'est-ce pas là une aubaine? Et c'est vraiment ce que je voulais vous présenter ce matin. Je vais laisser dans le chat le lien pour les informations supplémentaires, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Olivia, pour cette brillante présentation, bref surtout. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'elle a eu à partager avec vous. De toute façon, pour toute information complémentaire, je pense qu'on va vous laisser le numéro de RIMA dans la messagerie et vous pouvez toujours nous contacter si vous aviez des questions. Je vais passer rapidement la parole au professeur et lui demander une seule chose. Qu'est-ce qu'il aurait aimé que les professionnels de la santé qui ont suivi le cours de ce matin puissent vraiment retenir de la thématique d'aujourd'hui? Si il devrait avoir une seule chose qu'on devrait garder, quelle serait cette chose par rapport à la thématique du jour? Merci. Merci beaucoup, docteur Pascaline Fassino. Et je tiens à remercier pratiquement tous les participants de cette présentation. Et les questions qui m'ont été posées étaient vraiment des questions pertinentes. Et j'ai essayé de faire le maximum, mais j'aurais vraiment préféré, comme je l'ai dit dans ma présentation, pour avoir davantage de détails sur les troubles hydroélectrolytiques, il faut essayer, c'est pas une publicité du livre, mais les détails y sont et les gens peuvent se procurer ce livre pour mieux saisir en lisant tranquillement à la maison, pour mieux saisir les mesures à prendre dans la correction des différents troubles qui peuvent parvenir. Ce que je retiendrai, c'est tout médecin en formation, quel que soit le niveau. Ce que je retiens, celui qui est hospitalier, même dans les cliniques privées, il faut savoir, il faut entretenir pratiquement tous les infirmiers, tout le personnel médical en matière de surveillance des patients. Et surtout, savoir faire le bilan hydrique d'un patient. Et cela doit se faire tous les jours à 8 heures du matin. Ce bilan doit être présenté au médecin qui doit faire la visite et corriger en quelque sorte son traitement. Donc, le bilan hydrique, il faut savoir le faire. Donc, connaître bien les entrées, connaître bien les sorties et déduire ce qu'il faut pour pouvoir faire le traitement. Donc, c'est vraiment obligatoire. Obligatoire et une fois que vous avez, je vous dis, c'est le B à bas. Je l'exigeais, donc le médecin peut l'exiger. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, on ne peut pas
pour une déshydratation ou une hyperhydratation, on ne peut pas crever, c'est-à-dire laisser sa vie, laisser sa vie à cause de ça. Donc, tout médecin doit pouvoir prendre ça en charge parce que c'est important chez le malade hospitalisé. Donc, qu'il soit en coma ou n'importe, au cours de n'importe quelle circonstance, les médecins doivent le savoir. Et dans ces conditions, c'est ce que je demande. J'implore pratiquement tous parce que quand ils arrivent à le faire, ils n'ont pas besoin, hein, bon, d'être physiologiste en tant que tel. Bon, c'est vrai que j'ai le certificat de physiologie, mais ce n'est pas une raison. Il faut pouvoir le faire, pouvoir le traiter aussi bien et connaître les différentes parties du corps humain, hein, et savoir quand on boit de l'eau, qu'est-ce que cette eau devient, alors, etc. Et tout, à partir de ce moment, je crois qu'ils auraient fait déjà un effort pour parvenir à mieux traiter leurs patients. Et dans ces conditions, de toute façon, c'est les patients, hein, qui apprécient le médecin. Donc, je crois que le médecin qui aura connu ce B.A.B.A. sera très, très bien apprécié de ses patients et je leur souhaite un bel avenir, hein, enfin, je ne pense pas avoir perdu mon temps, mais bien au contraire, partager ce que j'ai fait ce matin, ça m'a fait plaisir et que des gens m'aient écouté. Et je crois que l'avenir nous le dira. Mais ce que je pose, prenez soin d'aller, je ne vous oblige pas, mais allez prendre le bouquin pour mieux avoir tous les détails des troubles hydroélectrolytiques. Voilà ce que je voudrais apporter pour clore l'exposé de ce matin. Et je continue de remercier Rima, continue de remercier surtout Madame le docteur Fassino Pascaline, parce que là, pour les deux présentations, je crois que c'est déjà pas mal. J'aimerais quand même des fois aussi écouter d'autres personnes et voir et apprécier ce qu'ils disent par rapport à leur présentation. Je vous remercie, Madame Pascaline, si vous pouvez m'envoyer chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous pouvez m'envoyer les liens. Je serai très heureux de vous suivre tous les samedis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon début de Merci week-end. beaucoup, professeur. Je prends donc l'engagement de toujours partager les liens avec vous chaque samedi. Je prends l'engagement de le faire et merci vraiment pour votre temps. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour ceux qui posent la question à propos du titre du livre, il s'agit du milieu intérieur aux urgences obstétricales. Et donc, du coup, si vous avez envie de commander ce livre, je peux vous aider à l'avoir auprès de notre maître. Et je pense que pour ceux qui ne sont pas au Bénin, si vous avez envie de l'avoir, j'ai laissé mon numéro dans la messagerie. Vous pouvez toujours m'écrire. Également, pour tous ceux qui ont des questions par rapport au certificat de nutrition, vous pouvez également m'écrire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Avant de vous souhaiter une bonne journée, laissez-moi vous annoncer le prochain thème qui sera les myéloméningocèles. Ce cours sera animé, je l'espère bien, le samedi prochain. Et je vous invite très nombreux à pouvoir nous suivre, à pouvoir vous enregistrer pour les prochaines communications et à pouvoir être présent pour les suivre également. Merci vraiment pour votre participation active. Merci à vous, professeur, pour votre présence. Merci à vous, chers collègues, également pour votre présence et votre participation active. Vous pouvez toujours avoir la communication de ce jour, aussi bien l'enregistrement que le document, dès que ce document sera disponible, avec les informations que mon collègue Rosario vient de partager avec vous. La procédure, elle est toujours pareille. Il suffira de vous rendre sur l'interface Schéma Learning pour avoir déjà ce que nous avons fait aujourd'hui, pour également avoir tout ce que nous avons déjà fait depuis mars 2022 jusqu'à ce jour. Portez-vous bien, très bon week-end et à très bientôt. Enfin.